Ma sœur a jeté en plaisantant mon nouveau téléphone à 1200 $ dans la piscine parce que je ne voulais pas régler sa facture de carte de crédit. Elle a ri, détends-toi, c'est juste un téléphone. Papa a souri d'un air narquois, peut-être que maintenant tu apprendras à ne pas être radin. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin à 8h03, elle a ouvert son compte et a vu que chaque achat de luxe avait été annulé, laissant son solde dans le rouge. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien représente énormément pour nous. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Zachary. J'ai 26 ans et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été celui que les gens appellent quand ils ont besoin de réparer quelque chose. Pas des appareils électroménagers cassés ou des robinets qui fuient. Je répare les urgences financières, les manques pour le loyer, les factures médicales imprévues, les minimums de cartes de crédit qui deviennent mystérieusement mon problème à 2 heures du matin. Je travaille dans le marketing numérique, en créant des campagnes pour des entreprises de taille moyenne. Le salaire est bon, assez bon pour que j'emménage dans un appartement propre d'une chambre en centre-ville il y a 3 ans, assez bon pour que je m'achète enfin quelque chose dont je rêvais depuis des mois. Un smartphone à 1200 $ avec un appareil photo capable de capturer la silhouette de la ville dans les moindres détails. Assez bon pour que ma famille le remarque. Ma petite sœur, Déborah, a 23 ans. Elle a obtenu son diplôme universitaire l'année dernière en communication et a pris goût à un luxe qu'elle n'a jamais mérité. Pendant que je cumulais 2 emplois pour rembourser mes prêts étudiants, Déborah étudiait à l'étranger en Italie, financée par nos parents. Alors que je construisais ma carrière à partir de postes de débutant, Déborah s'est vue confier un rôle de coordinatrice dans la société d'immobilier commercial de papa, non pas parce qu'elle était qualifiée, mais parce qu'elle était sa préférée. Cela a toujours été l'arrangement dans notre famille. Déborah reçoit, je donne, elle trébuche, je la rattrape, elle dépense, je couvre. Nos parents, Marc et Lisa, ont construit leur monde autour d'elle. Maman a organisé pour Déborah une fête de remise des diplômes qui a coûté plus cher que ma première voiture. Papa lui a acheté un SUV de luxe pour son 21e anniversaire, pour soi-disant récompenser son potentiel. Quand Déborah a voulu un appartement dans le quartier branché de la ville, ils se sont portés garants sans hésitation. Quand j'ai demandé de l'aide pour un acompte pour mon appartement, papa a dit que je devais apprendre l'indépendance financière. J'ai appris que l'indépendance signifiait être seul face à ses factures pendant que tous les autres partageaient le filet de sécurité. Il y a 3 mois, Déborah m'a appelé à minuit. Sa voix tremblait. Elle avait atteint le plafond de sa carte de crédit, plus de 8000. Juste pour cette fois, j'ai payé. Je payais toujours. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? 2 semaines plus tard, elle a rappelé. Un autre paiement minimum. Une autre crise. J'ai transféré l'argent sans poser de questions. Au 3e appel, j'ai commencé à remarquer un schéma. Les urgences étaient trop régulières, les montants trop pratiques, la gratitude trop brève. J'ai commencé à tenir des registres, des captures d'écran de ces demandes, des eurodatages, des transferts bancaires. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. Peut-être voulais-je une preuve que je n'imaginais pas le poids d'être toujours le plan de secours. Peut-être voulais-je voir le schéma écrit en chiffres qui ne pouvaient pas mentir. Le mois dernier, Déborah a appelé pendant ma pause déjeuner. Sa voix était décontractée cette fois, presque ennuyée. Elle avait besoin de 1500 $ pour couvrir sa facture de carte de crédit avant la date d'échéance. Quand j'ai hésité, quand j'ai enfin demandé pourquoi elle continuait à dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas, elle a ri. Elle a vraiment ri. Parce que je le peux, a-t-elle dit, et parce que tu vas arranger ça. Je n'ai pas transféré l'argent. Pour la première fois depuis des années, j'ai dit non. Je lui ai dit qu'elle devait s'en occuper elle-même, parler à maman et papa, réduire ses dépenses, gérer ça comme une adulte. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je pensais que ce serait la fin. Je pensais que dire non une fois réinitialiserait quelque chose entre nous, créerait une limite qui se faisait attendre. Je me suis acheté ce nouveau téléphone une semaine plus tard, une petite récompense pour avoir enfin tenu bon. Je n'avais aucune idée que mon refus serait l'allumette qui mettrait le feu aux poudres. Le barbecue estival annuel de papa était toujours le même, des steaks chers sur le grill, de la bière artisanale dans la glacière,
la piscine scintillant sous le soleil de l'après-midi comme une carte postale. Des voisins, des collègues de son cabinet, de la famille, des amis qui souriaient trop largement et posaient des questions dont ils ne se souciaient pas. Je suis arrivé seul, portant un récipient de salade de pommes de terre acheté au traiteur. Déborah était déjà là, prélassée sur une chaise dans un maillot de bain de créateur dont je savais qu'il coûtait plus cher que mes courses pour un mois. Elle avait son téléphone sorti, prenait des selfies, riait de quelque chose sur son écran. Elle ne m'a pas regardé quand je suis passé devant elle. Maman était dans la cuisine, disposant des apéritifs sur des plateaux en verre. Elle m'a serré rapidement dans ses bras, distraite, parlant déjà du nombre de personnes qui allaient venir. Papa était au grill, bière à la main, entouré de 3 gars de son bureau. Il m'a fait un signe de tête. C'était tout, un signe de tête. J'ai posé la salade de pommes de terre sur le comptoir et je suis ressorti. La fête se remplissait. De la musique jouait via des haut-parleurs cachés dans le décor. Les enfants s'éclaboussaient dans le petit bassin. Les adultes s'attroupaient, riant à des blagues que je ne pouvais pas entendre. Je me tenais près du bord de la terrasse, tenant une bière que je ne buvais pas, regardant tout le monde exister dans un monde qui n'avait pas besoin de moi. Déborah s'est levée de sa chaise. Elle a marché vers moi, son expression indéchiffrable. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'excuser. Peut-être que le silence entre nous ces dernières semaines avait adouci quelque chose. Elle s'est arrêtée à quelques pas. Ses yeux sont tombés sur ma main. « Nouveau téléphone » a-t-elle demandé. J'ai jeté un coup d'œil à l'appareil dans ma paume. L'écran était impeccable. L'objectif de l'appareil photo captait la lumière du soleil. « Ouais », ai-je dit. Elle a incliné la tête, son sourire acéré. Ça doit être sympa d'avoir de l'argent à jeter par les fenêtres pour des jouets. Je n'ai pas répondu. Je sentais que les gens commençaient à nous remarquer, les conversations se taisaient, les regards se tournaient vers nous. Tu sais ce qui est drôle, Zacharie? La voix de Déborah était plus forte maintenant, jouant pour un public. Tu peux te permettre un téléphone à 1200 $, mais tu ne peux pas aider ta propre sœur quand elle est en difficulté. Ma poitrine s'est serrée. Déborah, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Dire la vérité. Elle s'est approchée. Je t'ai demandé de l'aide une fois, et tu m'as juste ignoré comme si je n'étais rien. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix montait, assez tranchante pour couvrir la musique. Dis-le à tout le monde ici. Dis-leur comment tu as refusé d'aider ta propre famille. Papa s'est détourné du grill. Maman est apparue sur le pas de la porte. Toute la fête regardait maintenant. J'ai ouvert la bouche, mais Déborah a été plus rapide. Elle a tendu la main, a arraché le téléphone de ma main et, avant que je puisse réagir, elle l'a projeté dans la piscine. L'éclaboussure fut bruyante, définitive. Le silence s'est abattu sur le jardin comme un rideau. Déborah a ri. C'était un rire au perché, clair et cruel. Détends-toi, Zacharie. C'est juste un téléphone. J'ai fixé l'eau. Mon téléphone coulait, disparaissant dans le bleu. Mon souffle semblait coincé quelque part entre mes poumons et ma gorge. Papa s'est approché, tenant toujours sa spatule. Il a regardé la piscine. Il m'a regardé. Puis il a souri d'un air narquois. Peut-être que maintenant tu apprendras à ne pas être si radin, a-t-il dit. Les mots ont frappé plus fort que l'éclaboussure, plus fort que le rire de Déborah, plus fort que le poids de 30 personnes me fixant comme si j'étais le problème. Je n'ai rien dit. Je me suis retourné et j'ai franchi le portail, passant devant les voisins, devant les steaks parfaits, la bière artisanale et les plateaux en verre. Je suis monté dans ma voiture. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le volant. Je suis resté là, dans l'allée, pendant 5 minutes, écoutant les sons étouffés de la fête qui continuaient sans moi, les rires, la musique, la vie avançant comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Quelque chose en moi s'était brisé. Et ce qui en est sorti n'était pas de la tristesse. C'était de la clarté. Je n'ai pas ressenti à l'intérieur. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, l'image de mon téléphone coulant dans l'eau chlorée tournant en boucle dans ma tête. Quand je suis arrivé à mon appartement, je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le mur. Mes mains sentaient encore la crème solaire. Ma chemise avait encore une légère tache provenant du récipient de salade de pommes de terre que j'avais apporté comme une offrande.
L'appartement était calme, trop calme. J'entendais le ronronnement du réfrigérateur, le son lointain de la circulation à l'extérieur, ma propre respiration, superficielle et serrée. J'ai pensé à appeler quelqu'un, un ami, un collègue, n'importe qui capable de comprendre ce que l'on ressent quand on est humilié devant 30 personnes par sa propre famille. Mais je ne l'ai pas fait, car l'expliquer à haute voix le rendrait réel d'une manière à laquelle je n'étais pas prêt. Au lieu de cela, je suis resté assis là et je me suis souvenu. Je me suis souvenu de mes 14 ans, économisant pour un ordinateur portable pour apprendre le codage. Je me suis souvenu l'avoir trouvé manquant un matin, vendu par papa pour couvrir les frais du camp d'été de Déborah. Quand j'ai demandé pourquoi, il a dit, tu comprendras un jour, que la famille signifiait sacrifice. Je me suis souvenu de mes 17 ans, travaillant les week-ends dans une épicerie pour économiser les frais d'inscription à l'université. Déborah a eu une voiture pour son anniversaire le même mois. Quand j'ai demandé si je pouvais l'emprunter pour me rendre à un entretien, elle a dit non. Maman m'a dit de prendre le bus. C'était formateur. Je me suis souvenu de mes 22 ans, décrochant enfin mon premier vrai emploi. Déborah a appelé 3 jours plus tard en pleurant à cause de dettes de carte de crédit après un voyage de vacances de printemps. Je lui ai envoyé $600. Elle n'a jamais dit merci. Chaque souvenir était identique. Je donnais. Il prenait. Je disparaissais. Il brillait. J'ai sorti mon ordinateur portable. Mes doigts bougeaient avant que mon cerveau ne suive. J'ai ouvert mes fichiers, le dossier que je constituais depuis 3 mois, capture d'écran, relevé bancaire, relevé de transfert. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Voyez-vous, mon véritable travail n'était pas seulement le marketing numérique. J'étais analyste financier avant de changer de carrière. Je comprenais l'argent. Je comprenais les schémas. Et je suivais les dépenses de Déborah depuis 3 ans, bien avant qu'elle ne commence à m'appeler pour des renflouements. Déborah travaillait dans la société de papa. Elle avait accès à la carte de crédit de l'entreprise, censée servir aux réceptions de clients et aux dépenses professionnelles. Mais j'avais remarqué quelque chose il y a des mois quand papa s'était plaint des coûts trimestriels. Les chiffres ne correspondaient pas à la liste des clients. Alors, j'ai cherché plus loin. J'avais accès au compte professionnel de papa parce que je l'avais aidé à mettre en place son système de comptabilité numérique 2 ans auparavant. Il n'a jamais révoqué mes accès. Il n'a jamais pensé qu'il en aurait besoin. Ce que j'ai trouvé m'a soulevé le cœur. Déborah utilisait la carte de l'entreprise pour des dépenses personnelles, des sacs à main de créateurs enregistrés comme cadeaux clients, des week-ends au spa répertoriés comme séminaires d'entreprise, des dîners dans des restaurants chers marqués comme développement commercial. En 3 ans, elle avait accumulé plus de $47 000 de frais frauduleux, et papa ne l'avait pas remarqué ou s'en fichait. J'avais chaque reçu, chaque transaction, chaque mensonge tapé dans un rapport de dépenses. J'étais assis là, dans mon appartement calme, à fixer l'écran, 3 ans de preuves, 3 ans de vol, 3 ans de Déborah se construisant une vie avec de l'argent qui n'était pas le sien pendant que je luttais pour garder le mien. Mon téléphone, celui dans la piscine, m'avait coûté $1 200. J'avais économisé pour l'avoir, je l'avais gagné. Le dernier sac à main de Déborah coûtait $2800, facturé à l'entreprise, marqué comme cadeau d'entreprise pour un client qui n'existait pas. J'ai fermé l'ordinateur. Je ne me sentais plus en colère. Je ressentais quelque chose de plus froid, quelque chose de patient. J'ai pensé au sourire narquois de papa, au rire de Déborah, au son de l'éclaboussure, et j'ai pensé à la suite. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai travaillé. J'ai extrait chaque relevé de transaction auquel j'avais accès. J'ai croisé les relevés de carte de crédit personnel de Déborah avec les comptes professionnels de papa. Les schémas étaient stupéfiants une fois qu'on savait quoi chercher. Le 15 janvier, il y a 3 ans, Déborah a facturé $1 400 dans un spa de luxe à Scottsdale. Le rapport de dépenses appelait cela un séminaire de bien-être d'entreprise. Le site web du spa n'indiquait aucun tarif de groupe, aucun forfait professionnel, juste des services individuels, des soins du visage, des massages, une séance de yoga privée. Le 22 mars, un sac à main de $3200 provenant d'une boutique de Beverly Hills. Code de dépense, cadeau de remerciement client, nom du client, Tiffany Torres. J'ai cherché dans la base de données client de papa. Aucune Tiffany Torres, aucune trace d'un contrat dans cette région. Le 9 juin, un week-end dans un complexe 5 étoiles dans la Napa Valley.
Code de dépenses, séminaire de développement d'entreprise. J'ai trouvé le calendrier des événements du complexe pour ce week-end-là. Aucun séminaire, aucune conférence, juste un festival de vin et de musique. La liste s'allongeait encore et encore. Elle était maligne, je lui accorde cela. Elle ne facturait jamais rien d'assez massif pour déclencher un audit. Elle répartissait les achats sur plusieurs mois. Elle utilisait des codes de dépenses vagues qui semblaient légitimes si l'on ne creusait pas, cadeau client, développement commercial, divertissement d'entreprise. Mais j'ai creusé, et ce que j'ai trouvé était une fraude systématique. J'ai tout imprimé, chaque reçu, chaque rapport de dépenses, chaque journal de transaction, les pages s'empilant sur la table de ma cuisine comme des preuves lors d'un procès. À 3 heures du matin, j'avais une image complète, 47 320 par mois, de l'argent qui aurait dû aller à l'entreprise de papa, détourné pour financer le train de vie de Déborah. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur. Je l'ai intitulé « Réconciliation ». Puis j'ai commencé à passer des appels, non pas à la famille ou à des amis, mais aux sociétés de cartes de crédit. Voyez-vous, la plupart des gens ne réalisent pas comment fonctionnent les litiges marchands. Si vous pouvez prouver qu'un achat était frauduleux, qu'il s'agissait d'un usage personnel sur une carte professionnelle ou qu'il n'était pas autorisé, le marchand doit l'annuler. L'argent est repris, le compte est signalé, et si plusieurs litiges tombent en même temps, le compte entier peut être gelé en attendant une enquête. J'avais 3 ans de preuves. J'avais les relevés de transactions. J'avais les rapports de dépenses avec de fausses informations. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour annuler chaque charge frauduleuse que Déborah avait jamais faite. Je me suis adossé à ma chaise, fixant les documents étalés sur la table. Mon reflet me fixait depuis la fenêtre sombre. J'avais l'air fatigué, plus vieux que mes 26 ans. J'ai pensé à la piscine, à l'éclaboussure, au sourire narquois de papa, au rire de Déborah. J'ai pensé au mois de 14 ans regardant son ordinateur disparaître, au mois de 17 ans prenant le bus pendant que Déborah avait une voiture, au mois de 22 ans envoyant de l'argent que je ne pouvais pas me permettre parce que la famille signifiait sacrifice. J'ai pris mon téléphone, mon nouveau téléphone, celui de remplacement que j'avais acheté ce matin avec de l'argent que j'avais à nouveau économisé. J'ai ouvert mes emails. J'ai commencé à taper. Objet, demande de litige formel, frais professionnels frauduleux. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai déposé les litiges à 4h47 du matin, 23 réclamations distinctes, chaque achat de luxe, chaque dépense frauduleuse, chaque mensonge que Déborah avait tapé dans un rapport de dépenses. Le département des fraudes de la société de cartes de crédit les recevrait à l'ouverture à 8h. À 8h30, le système automatisé signalerait le compte. À 9h, un enquêteur humain commencerait à extraire les dossiers. À 9h03, le monde de Déborah commencerait à s'effondrer. J'ai fait du café. J'ai pris une douche. Je me suis habillé pour le travail comme n'importe quel autre mardi. Mais ma poitrine semblait différente, plus légère, comme si j'avais porté un poids pendant si longtemps que j'avais oublié ce que l'on ressentait en se tenant droit. À 7h45, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai fixé l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Zacharie, où es-tu passé hier? Sa voix était tendue, agacée. Tu es juste parti. Déborah était bouleversée. J'ai bu une gorgée de café. Déborah a jeté mon téléphone dans la piscine. C'était une plaisanterie, chérie. Tu es trop sensible. Il coûtait $1200. Eh bien, peut-être que tu n'aurais pas dû en faire étalage. Elle soupira comme si j'étais un enfant ayant besoin d'être corrigé. Ta sœur traverse une période difficile en ce moment. Elle avait besoin de soutien, et tu lui as tourné le dos. J'ai posé mon café. Mes mains étaient stables. Ma voix était encore plus stable. Dis à Déborah de vérifier le solde de sa carte de crédit ce matin, ai-je dit. Silence. Quoi? Dis-lui juste, vers 8h03. Elle voudra le voir. J'ai raccroché. À 8h15, j'étais assis dans un café à 2 pâtés de maison de mon bureau. Mon ordinateur était ouvert. Ma boîte mail s'actualisait automatiquement. 8h17, première confirmation. Litige accepté. Charge de $2800 pour un sac à main annulé. 8h19, deuxième confirmation. $1400 de spa annulé. 8h22, troisième, quatrième, cinquième.
Les emails continuaient d'arriver, chaque ligne supprimée de la vie parfaite de Déborah, chaque morceau du mensonge démantelé. Mon téléphone a vibré. Déborah. Je n'ai pas répondu. Il a vibré à nouveau. Papa. Je n'ai pas répondu. 8h34 un SMS de Déborah, qu'est-ce que tu as fait? 8h35 un autre SMS, mon compte est gelé. Tout est annulé. Zacharie, réponds au téléphone. 8h41 papa appelle à nouveau. 8h43 maman appelle. 8h47 Déborah à nouveau, tu vas tout gâcher. Rappelle-moi tout de suite. J'ai fini mon café. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai marché vers mon bureau, le soleil chaud sur mon visage, le bruit de la ville qui s'éveillait autour de moi. Mon téléphone continuait de vibrer dans ma poche. Je pouvais le sentir, frénétique, désespéré. Je n'ai pas tendu la main vers lui. À 9h15, je me suis assis à mon bureau. Ma collègue, Nicole, m'a regardé avec un sourire. Bonjour. Tu as l'air différent. Différent dans le bon sens, ai-je souri en retour. Oui, je me sens différent. Mon téléphone a encore vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Papa, nous devons parler maintenant. J'ai retourné le téléphone face contre terre sur mon bureau. Pour la première fois de ma vie, ils avaient besoin de quelque chose de ma part, et je n'avais plus rien à donner. Les messages continuaient d'arriver. À midi, j'avais 43 SMS non lus, 17 appels manqués, 6 messages vocaux que je n'ai pas écoutés. J'ai travaillé à travers tout cela. J'ai répondu aux emails. J'ai assisté à une réunion d'équipe sur le lancement d'une nouvelle campagne. J'ai déjeuné à mon bureau, un sandwich apporté de la maison, tandis que mon téléphone vibrait sur la surface comme un insecte agonisant. À 14h30, Nicole a demandé si tout allait bien. J'ai dit que tout allait bien, super même. À 15h, le vrai chaos a commencé. Un email est apparu dans ma boîte de réception, non pas de la famille, mais de la société de cartes de crédit professionnelle de papa. L'objet disait « Urgent, compte sous examen ». Je l'ai ouvert. Le langage était formel, clinique, plusieurs litiges avaient été déposés. Le compte faisait l'objet d'une enquête pour des demandes de dépenses professionnelles frauduleuses. Toutes les cartes actives avaient été temporairement suspendues en attendant la résolution. Le titulaire de la carte, répertorié comme Marc Gonzalez, principal, et Déborah Gonzalez, utilisateur autorisé, serait contacté dans les 24 heures. Je me suis adossé à ma chaise. Les pièces tombaient exactement là où je les avais placées. Mon téléphone a sonné. Papa. Je l'ai regardé sonner jusqu'au répondeur. 30 secondes plus tard, un SMS, le compte professionnel est gelé. Il parle d'enquête pour fraude. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ça? Je n'ai pas répondu. Un autre SMS, Zacharie, c'est sérieux. J'ai besoin que tu m'appelles. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai sorti le fichier que j'avais préparé la nuit dernière. Un second fichier, celui que je n'avais pas encore utilisé. Celui-ci était différent. Celui-ci ne concernait pas seulement les dépenses personnelles de Déborah. Celui-ci expliquait comment ces dépenses avaient été systématiquement déguisées en coûts professionnels, comment elles avaient été déduites des déclarations fiscales, comment elles avaient réduit le revenu imposable de papa pendant 3 années consécutives. La fraude fiscale. C'est ainsi qu'on appelle le fait de déclarer des dépenses personnelles comme déduction professionnelle. Je n'ai pas déposé ce rapport, pas encore. Mais je l'avais prêt, formaté, documenté, en attente. À 16h30, mon téléphone de bureau a sonné. Ligne interne de la réception. Zacharie, il y a une femme ici pour te voir. Elle dit être ta sœur. Mon estomac s'est serré. Dis-lui que je suis en réunion. Elle est assez bouleversée. Elle dit que c'est une urgence. J'ai fermé les yeux. Dis-lui que je l'appellerai plus tard. Une pause. D'accord. J'ai entendu la voix de Déborah en arrière-plan, aiguë et montante. J'ai entendu la redirection calme et professionnelle de la réceptionniste. J'ai entendu une porte se fermer. À 17h, j'ai quitté le travail. J'ai pris la sortie arrière. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à ma voiture, garée dans un parking différent de d'habitude. Déborah attendait à l'entrée principale de mon immeuble. Je pouvais la voir de loin, faisant les 100 pas,
son téléphone pressé contre l'oreille. Son sac à main de créateur, celui à $2800, pendait à son épaule. Elle pourrait garder celui-là. Je n'avais pas contesté les achats de plus de 6 mois. Je n'étais pas cruel. J'étais juste. Je suis rentré chez moi. Je me suis garé dans le garage souterrain. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon appartement. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Le silence semblait différent maintenant, pas vide, mais plein de l'avenir qui se déroulait exactement comme je l'avais conçu. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai vérifié le portail d'état des litiges. 19 des 23 litiges avaient été traités. 4 étaient encore en attente, attendant la confirmation du marchand. Montant total annulé, $38 940. Les frais restants, les plus anciens que je ne pouvais pas contester en raison des délais, restaient là comme des cicatrices, des preuves permanentes. J'ai ouvert mes emails. J'ai commencé un nouveau message. Celui-ci n'était pas destiné à une société de cartes de crédit. Celui-ci était pour le comptable de papa, celui qui déposait ses taxes professionnelles, celui qui me mettait en copie des rapports trimestriels depuis 2 ans parce que j'avais aidé à simplifier leur flux de travail numérique. Objet, irrégularité et rapport de dépenses. Examen urgent nécessaire. J'ai joint le fichier complet, 3 ans de comparaison côte à côte, les rapports de dépenses professionnelles à côté des relevés de cartes de crédit personnel, les déductions fiscales à côté des reçus de SPA. Je n'ai pas écrit grand-chose dans le corps de l'email, juste une ligne, j'ai pensé que vous devriez voir ceci avant que l'IRS ne le fasse. Mon doigt a survolé le bouton d'envoi. J'ai pensé à la piscine, à l'éclaboussure, au rire. J'ai pensé au sourire narquois de papa. J'ai cliqué sur envoyer. Ils m'ont convoqué à la maison à 19h. Le SMS de maman était bref, urgence familiale. Viens maintenant. J'ai failli ne pas y aller, mais je voulais voir ça. Je voulais voir le moment où il réaliserait ce que j'avais fait. Je suis arrivé à 19h30. L'allée était pleine, la voiture de papa, celle de maman, le SUV de Déborah, celui qu'il lui avait acheté, celui qu'on ne m'avait jamais proposé. Je suis entré par la porte d'entrée sans frapper. Ils étaient dans le salon, tous les 3. Papa se tenait près de la cheminée, le visage rouge. Maman était sur le canapé, des mouchoirs à la main. Déborah faisait les 100 pas, les yeux gonflés. Quand je suis entré, la pièce est devenue silencieuse. Assieds-tu, a dit papa. Je resterai debout. Sa mâchoire s'est crispée. Zacharie, nous devons parler de ce que tu as fait. De ce que j'ai fait? J'ai gardé une voix égale, calme. Sois précis. Déborah a fait un pas en avant. Ses mains tremblaient. Tu as déposé des plaintes pour fraude contre moi. Tu as fait geler mon compte. Tu as annulé des milliers de dollars d'achats. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as coûté? 38 940 $, ai-je dit. Voilà ce que je t'ai coûté. C'est le montant que tu as volé. Je n'ai rien volé. Sa voix s'est brisée. C'était des dépenses professionnelles. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert un fichier. J'ai tourné l'écran vers elle. Voici un reçu du 14 juin. Tu as facturé 3200 $ dans une boutique de Beverly Hills. Le rapport de dépenses dit que c'était un cadeau client pour Tiffany Torres. Qui est Tiffany Torres? Le visage de Déborah est devenu livide. Réponds-moi. Ma voix était plus froide maintenant. Qui est-elle? Silence. Elle n'existe pas, ai-je dit. Pas plus que Zachary Rogers, le client que tu as facturé pour un dîner de 1800 $ chez nous. Ni le séminaire d'entreprise qui était en fait un week-end au spa. Ni le voyage de développement commercial qui était un festival de musique. Papa s'est avancé. Zachary, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Je l'ai regardé. Déborah utilise la carte de l'entreprise pour des dépenses personnelles depuis 3 ans. Soit tu le savais et tu t'en fichais, soit tu étais trop négligent pour le remarquer. Dans les 2 cas, c'est de la fraude. Et quand tu déduis ces dépenses de tes impôts, c'est de la fraude fiscale. Maman a eu un haut le cœur. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. J'ai regardé chacun d'eux. J'ai tout envoyé à ton comptable cet après-midi, chaque reçu, chaque rapport de dépenses, chaque mensonge. La pièce semblait manquer d'air.
Déborah s'est effondrée sur le canapé. Tu vas nous détruire. Non. J'ai reglissé mon téléphone dans ma poche. Vous vous êtes détruit vous-même. J'ai juste arrêté de participer. Le visage de papa était violet maintenant. Espèce d'ingrat. Ne fais pas ça. Le mot est sorti, tranchant. N'ose pas me traiter d'ingrat. J'ai payé les factures de carte de crédit de Déborah pendant des mois. Je l'ai renflouée maintes et maintes fois. J'ai renoncé à mon ordinateur portable pour qu'elle puisse aller en camp. J'ai pris le bus pendant qu'elle avait une voiture. J'ai cumulé 2 emplois pendant qu'elle étudiait à l'étranger. J'ai tout donné à cette famille, et vous ne l'avez même jamais remarqué. Nous sommes ta famille. La voix de maman était désespérée. La famille ne s'humilie pas lors de barbecue au bord de la piscine. La famille ne jette pas de téléphone à 1200 $ dans des piscines par colère. La famille ne rit pas quand quelqu'un est blessé. J'ai regardé Déborah. Tu as ri. Et papa, tu as souri. Tu m'as dit que je devais apprendre à ne pas être radin. Déborah pleurait maintenant. Je ne voulais pas, si, tu le voulais. Tu le pensais vraiment. Tu l'as toujours pensé. Je me suis tourné vers la porte. J'ai fini. J'ai fini d'être votre plan de secours. J'ai fini d'être invisible. J'ai fini de me sacrifier pour que vous puissiez briller. Zacharie, attends. La voix de papa avait changé, plus douce, presque suppliante. On peut arranger ça. On peut trouver une solution. Je me suis arrêté à la porte. Je ne me suis pas retourné. Le comptable a 48 heures pour déposer des déclarations rectificatives. S'il ne le fait pas, l'IRS recevra une copie de tout. La société de cartes de crédit a déjà signalé ton compte. Les cartes de Déborah sont annulées. Et si quelqu'un essaie de se venger de moi, si quelqu'un se présente à mon domicile ou à mon bureau, si quelqu'un contacte mon employeur, je déposerai une plainte à la police pour harcèlement et je poursuivrai en justice pour dommages et intérêts. J'ai ouvert la porte. L'air frais de la soirée a frappé mon visage. Adieu. Je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture. Je me suis éloigné de cette maison, de ces gens, de la version de moi-même qui serait restée pour s'excuser d'avoir posé des limites. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'atteigne le bout de la rue. Je n'ai pas répondu. Les retombées ont été exactement aussi dévastatrices que je l'avais prévu. La carte de crédit de Déborah est restée gelée. L'enquête pour fraude l'a innocentée de poursuites pénales, principalement parce que papa a pris la responsabilité en tant que titulaire principal de la carte, mais son score de crédit s'est effondré. Ses soldes de compte sont devenus négatifs. Les achats de luxe qu'elle faisait à crédit se sont arrêtés net. Le comptable de papa a déposé des déclarations rectificatives pour 3 ans. Les pénalités et les rappels d'impôts lui ont coûté près de 80 000 $. Son compte professionnel est resté signalé pendant 6 mois. Plus de nouveaux crédits, plus de plans d'expansion, juste de la survie. Maman m'a appelé 2 fois la première semaine. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé une lettre. Je ne l'ai pas ouverte. Déborah m'a envoyé un email 2 semaines après la confrontation. L'objet était « Je suis désolé ». Je l'ai lu une fois. C'était 4 paragraphes d'excuses déguisées, je luttais, je ne réalisais pas mes erreurs. Je l'ai supprimé. Papa ne m'a pas contacté du tout. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La famille s'est fracturée d'une manière que je n'avais pas anticipée. La sœur de maman, tante Evelyne, m'a contacté. Elle avait entendu parler de la situation, c'est ainsi qu'ils appelaient ça maintenant. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu être négligée pendant des années. Elle m'a dit que j'avais fait la bonne chose. J'ai pleuré quand j'ai raccroché, non pas parce que j'étais triste, mais parce que quelqu'un m'avait enfin vu. 3 semaines après la confrontation, j'étais assis sur mon balcon. Le soleil se couchait, peignant la ville d'orange et d'or. Mon nouveau téléphone, le remplaçant du remplaçant, était sur la table à côté de moi, silencieux, paisible. J'avais bloqué leurs numéros, tous. J'avais arrêté de vérifier mes emails pour voir leur nom. J'avais arrêté de tressaillir quand mon téléphone vibrait. J'avais arrêté d'attendre qu'ils comprennent. J'ai beaucoup pensé à la vengeance durant ces premières semaines, si c'était juste, si c'était équitable, si j'étais allé trop loin.
Mais ensuite je me suis souvenu de la piscine, de l'éclaboussure, du rire, des années d'invisibilité. Et j'ai réalisé que la vengeance n'était pas une question d'équité. C'était une question d'équilibre. J'avais passé 26 ans à faire pencher la balance en leur faveur. Tout ce que j'ai fait, c'est les laisser retomber au centre. Déborah s'en remettrait. Elle trouverait un nouveau travail, reconstruirait son crédit, apprendrait à vivre selon ses moyens, ou pas. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Papa paierait ses pénalités, restructurerait son entreprise, apprendrait peut-être même à faire attention, ou pas. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon fardeau. Maman continuerait d'essayer de reconstruire le pont que j'avais brûlé, ou pas. Quoi qu'il en soit, je n'avais plus besoin de ce pont. J'avais ma propre vie maintenant, mon propre appartement, ma propre carrière, mon propre téléphone que personne ne jetterait dans une piscine parce que j'avais enfin appris la leçon la plus importante, on ne peut pas se sacrifier pour des gens qui ne considèrent pas qu'il vaut la peine de vous garder entier. Le soleil a disparu derrière la silhouette de la ville. Les lumières de la ville ont commencé à scintiller une à une comme des étoiles sortant de leur cachette. J'ai pris une inspiration, profonde, pure, et je me suis senti libre.